Salut la Team Tech, j'espère que vous allez bien. Heureux de vous retrouver pour un nouveau Tech Recap après une semaine d'absence. Oui, je tourne un peu au ralenti ces derniers temps, mais aujourd'hui on repart fort avec beaucoup d'actu à partager. Cette semaine, on a des actus très croustillantes du côté des GPU. Chez Nvidia, l'Europe bénéficie enfin d'une baisse de prix sur les RTX 50 Founders Edition, tandis que les versions Super se profilent déjà avec 50% de VRAM en plus. On apprend également que les nouvelles puces Rubin sont déjà en production, sans oublier un prototype impressionnant de RTX Titan Ada à 900 watts, un véritable monstre de puissance finalement resté dans les cartons. Chez AMD, FSR 4 fait l'objet d'un hack qui permet de l'activer sur n'importe quel jeu, tandis que les RX 7400 et ProW 7400 débarquent sur le marché. Mais l'actu est aussi marquée par un premier cas inquiétant de connecteurs fondus sur une Radeon RX 9070 XT. Côté marché, AMD remonte la pente en Corée du Sud avec 21% de part, son meilleur score depuis 2019. Enfin, Intel n'est pas en reste avec l'annonce de l'Arc B381, alors qu'une enquête choc révèle l'existence d'un marché noir des GPU IA en Chine. Côté processeur, Intel fait parler de lui avec Panther Lake, qui abandonne l'hypertrading sur ses 12 cœurs, une petite révolution, ainsi qu'une mystérieuse puce Lunar Lake. Le géant bleu fait aussi du ménage avec l'effondrement du prix de son Xeon 6980p à 128 cœurs, désormais affiché à 6190 $, soit une chute de 50%. De son côté, AMD prépare ses Ryzen 5 9500F et 5500 X3D, mais aussi un Medusa Halo APU monstrueux allant jusqu'à 26 cœurs. La marque met en revanche fin à la production du Ryzen 7 5700X 3D et du chipset B650, tout en s'expliquant enfin sur les problèmes de socket AM5 qui grillent en pointant du doigt des BIOS défaillants. Dans les actus diverses, SanDisk et SK Hynix s'allient pour une mémoire flash 16 fois plus dense, Intel qui pousse son Project Battle Matrix pour rendre l'IA viable sur GPU Arc et MSI qui booste son Clo 8 AI+, de 30% rien qu'avec une mise à jour. Du côté de l'Insolitech, les pépites insolites ne manquent pas, une RTX 5090 a littéralement pris feu. À l'opposé, des bricoleurs et modeurs repoussent les limites entre un refroidisseur SSD équipé d'un écran et une console portable intégrant une RTX 4090 mobile, véritable exploit technique. Côté gaming, Battlefield 6 fait sensation avec des benchmarks explosifs entre le Ryzen 9 9800 X3D contre l'Intel Core i9 14900K, tout en imposant des mesures anti-triche radicales, également adoptées par Call of Duty Black Ops 7. eSports promet de révolutionner le sport virtuel avec l'IA ultra réaliste de Madden NFL 26, tandis que la Gamescom a révélé 7 hits incontournables. Côté sortie, Warhammer Dawn of War signe son grand retour, Dungeon Stalkers mise sur coopération et trahison, et Ashes of the Singularity 2 est attendu pour 2026. Seule ombre au tableau, Sony augmente le prix de la PS5 de 50 $, une hausse qui fait grincer des dents. Et ce n'est qu'un aperçu, plein d'autres actus vous attendent. Alors, comme d'habitude, installez-vous confortablement, c'est parti! Avant de plonger dans le vif du sujet, pensez à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner, cela soutient énormément la chaîne et vous garantit de ne rien manquer des prochaines vidéos. On commence avec les bons plans et cette semaine on est gâté avec 2 jeux à récupérer gratuitement. Alors là, pour être tout à fait honnête avec vous, je ne connaissais absolument aucun de ces 2 titres. Ce n'est pas vraiment le genre de jeu que je lance d'habitude, mais je sais que ça a son public et comme c'est gratuit, ça mérite qu'on en parle. On débute avec Machinarium, un jeu indépendant culte du studio Amanita Design. Vous y incarnez Joseph, un petit robot jeté dans la décharge derrière la ville de Machinarium. Votre mission, revenir en ville, affronter la confrérie des chapeaux noirs, sauver le maire et surtout retrouver votre bien-aimé Bertha. Le gameplay mélange habilement aventure et casse-tête avec des énigmes logiques, des mini-jeux et des quêtes à résoudre. Ce qui fait la force du titre, ce sont ses graphismes dessinés à la main et son ambiance unique, renforcée par une bande-son envoûtante signée Floex. Pas de dialogue lourds ici, tout passe par les animations et les pictogrammes, ce qui rend l'expérience à la fois accessible et immersive. Si vous aimez les puzzles raffinés et les univers poétiques, c'est une petite pépite à ne pas manquer. Pour le deuxième jeu, on change totalement de registre avec Make Way, un jeu de course multijoueur déjanté qui revisite le concept des jeux de voiture en vue du dessus. L'originalité, c'est que la piste se construit au fur et à mesure de la partie. Chaque joueur ajoute des morceaux de circuit boucle, rampes, virages serrés, croisements de trains et parfois même des pièges bien vicieux. Les courses deviennent vite chaotiques, avec des armes délirantes comme des canons à glu,
des bobines Tesla ou des marteaux géants pour éjecter vos adversaires. Jusqu'à 6 joueurs peuvent s'affronter, que ce soit en local ou en ligne, avec du crossplay pour défier vos potes, peu importe leur plateforme. Les circuits évoluent constamment et plus vous jouez, plus vous débloquez de nouvelles pièces et de nouveaux véhicules. Bref, un party game explosif qui promet des soirées pleines de fou rire et de coups bas. Ces deux jeux sont gratuits du 28 août au 4 septembre à 18 h. Allez, on reste dans le monde du jeu vidéo, mais cette fois-ci pour des nouvelles de l'industrie. Et il s'est passé des choses intéressantes. On attaque avec la grosse sortie de la semaine pour les amateurs de sport US, EA Sports Madden NFL 26. La grande nouveauté cette année, c'est l'intégration d'un nouveau système d'intelligence artificielle basé sur le machine learning. Electronic Arts promet une expérience de jeu plus explosive en analysant des milliers de vraies actions de la NFL sur près de 10 ans. L'idée est d'avoir des traits spécifiques pour chaque joueur, des styles de jeu plus authentiques et des contres adaptatifs qui reflètent vraiment les tendances des quarterbacks et des coachs de la ligue. C'est ambitieux et ça pourrait vraiment changer la manière dont on aborde la stratégie sur le terrain. Reste à voir si l'intelligence artificielle sera à la hauteur et si le gameplay sera aussi renouvelé qu'annoncé. En tout cas, si vous aimez le plaquage et les touchdowns, c'est le moment de chausser les crampons virtuels. On quitte les terrains de sport pour une ambiance radicalement différente, beaucoup plus sombre et angoissante, avec la sortie en accès anticipée de Whisper Mountain Outbreak. Imaginez un escape game qui rencontre un jeu d'horreur et de survie en coopération. L'histoire nous plonge en 1998 sur le mont Bizik où une ancienne malédiction a été libérée et a piégé tout le monde. Jouable seul ou avec jusqu'à 4 amis, le but est simple, explorer, trouver des indices et surtout trouver un moyen de vous échapper tout en survivant aux horreurs qui rôdent. Le côté coopératif promet des moments de tension et de collaboration intenses. C'est typiquement le genre de jeu qui peut briser des amitiés ou en forger de nouvelles dans la peur. L'ambiance années 90 devrait aussi parler aux plus nostalgiques d'entre nous. On continue avec le sujet brûlant du moment, Battlefield 6. Le jeu est en bêta ouverte et les benchmarks tombent de partout. Une analyse particulièrement poussée a comparé les deux meilleurs processeurs gaming du marché, le Ryzen 7 9800 X3D d'AMD et le Core i9 14900K d'Intel sur une RTX 5090. Et les résultats sont sans appel, surtout à basse résolution, en 1080p, là où le processeur est le plus sollicité, le 9800X 3D est jusqu'à 30% plus performant que son concurrent, tout en consommant près de 40% d'énergie en moins. C'est une véritable démonstration de force de la technologie 3D V-Cache d'AMD. L'écart se réduit logiquement en 1440p et devient minime en 4K, où la carte graphique devient le facteur limitant. Mais cela confirme que pour les joueurs compétitifs qui visent les très hautes fréquences d'image, le processeur d'AMD a une avance considérable sur ce titre, une victoire nette et sans bavure pour les rouges. Et justement, en parlant de Battlefield 6, Intel ne compte pas se laisser faire sur le plan marketing. La firme a annoncé un partenariat majeur avec Electronic Arts et DICE pour célébrer les Intel Gamer Days 2025. Intel va tout simplement offrir une copie numérique du jeu. Cette promotion, qui se déroulera du 25 août au 7 septembre, concernera une très large gamme de produits. Si vous achetez un processeur Intel Core de 13e, 14e génération ou même les nouveaux Core 200, que ce soit pour PC de bureau ou portable, vous serez éligible. Mais ce n'est pas tout, l'offre s'étend aussi aux cartes graphiques. L'achat d'une carte Arc Alchemist ou même des futurs Battle Mage vous donnera droit à un code pour le jeu. C'est une excellente initiative pour attirer les joueurs et mettre en avant l'optimisation de leurs produits, notamment avec la technologie XESS2 intégrée au jeu. Alors si vous comptiez mettre à jour votre PC, attendez peut-être la semaine prochaine. Toujours dans l'optique d'améliorer l'expérience des joueurs, surtout en ligne, les développeurs de Battlefield 6 et Call of Duty Black Ops 7 ont prévu des mesures de sécurité très strictes. Pour lutter contre la triche, les deux jeux vont exiger que le Secure Boot soit activé dans le BIOS. Call of Duty ira même plus loin en demandant un module TPM 2.0. En clair, ces mesures de sécurité visent à rendre la vie beaucoup plus dure aux développeurs de cheats en s'assurant que seuls des logiciels de confiance sont chargés au démarrage de votre machine. C'est un peu contraignant, certes, et certains joueurs risquent de voir ça comme une complication inutile. Car soyons honnêtes, tout le monde n'est pas forcément à l'aise pour aller farfouiller dans le BIOS et activer le Secure Boot, et encore moins pour vérifier s'ils ont une puce TPM 2.0. D'ailleurs, on se souvient des difficultés qu'a rencontré Windows 11, justement à cause de cette fameuse puce. Alors oui, si ces mesures ça peuvent vraiment limiter la triche et rendre les parties plus équitables,
Pourquoi pas, mais encore faut-il que ça ne pénalise pas trop les joueurs honnêtes au passage. Et si vous aimez les expériences qui mettent vos nerfs et vos amitiés à rude épreuve, restez avec nous car Dungeon Stalkers débarque aussi en accès anticipé. Ici on est sur un dungeon crawler en PvEVP, c'est-à-dire joueur contre environnement. Vous formez une équipe pour explorer des donjons, combattre d'autres aventuriers et des monstres, tout ça pour récupérer de l'équipement et des trésors. Le twist, c'est qu'il faut ensuite réussir à s'échapper de la malédiction de la sorcière qui pèse sur les lieux. C'est un mélange qui rappelle des jeux comme Dark and Darker ou Escape from Tarkov, mais dans un univers de RPG plus classique. La survie, la coopération et la trahison seront sans doute au cœur de l'expérience, un concept très populaire en ce moment qui pourrait bien trouver son public. Allez, on délaisse un peu les donjons et la survie pour revenir à un monument de la stratégie avec Warhammer 40 000, Dawn of War, Definitive Edition disponible depuis ce jeudi. C'est le package ultime pour redécouvrir ce classique du jeu de stratégie en temps réel. Cette édition regroupe tout le contenu jamais sorti, 4 campagnes complètes, 9 factions jouables et plus de 100 cartes, le tout dans un seul jeu. C'est l'occasion parfaite pour les nouveaux venus de découvrir cette licence culte ou pour les vétérans de replonger dans des batailles épiques et sanglantes. Un monument du STR qui revient en force, ça fait toujours plaisir à voir. Et puisqu'on parle de stratégie en temps réel, restons-y avec une annonce qui a fait vibrer la corde sensible des passionnés de hardware et de RTS. Stardock a officiellement annoncé Ashes of the Singularity 2, la suite du célèbre jeu qui à l'époque était l'un des premiers à supporter DirectX 12 et qui servait surtout de benchmark incontournable pour nos cartes graphiques. Prévue pour 2026, cette suite promet des batailles d'une échelle sans précédent, plus d'unités et une nouvelle faction humaine. La grande question que tout le monde se pose, est-ce que le fameux mode benchmark, source inépuisable de fuite hardware, sera de retour? L'annonce n'en fait pas mention, mais le retour de cette licence reste une excellente nouvelle pour le genre. On passe maintenant aux annonces phares de la Gamescom. Voici les 7 jeux qui ont clairement volé la vedette cette année. On démarre fort avec Call of Duty Black Ops 7 qui propulse la saga dans un futur proche entre guerre psychologique et action explosive. Ce nouvel épisode, prévu pour le 14 novembre, propulse la franchise en 2035 en pleine guerre psychologique. On y retrouve David Mason, fils du héros emblématique de la saga, dans une campagne jouable en solo ou en coop. Treyarch signe aussi un retour fracassant du mode zombies à manche, tandis que le multijoueur propose 16 cartes 6 contre 6 et 2 arènes 20 contre 20 dès le lancement. C'est massif, nerveux, bourré de nouveautés côté gameplay. Dans un tout autre registre horrifique, Resident Evil Requiem promet une véritable claque visuelle pour sa sortie en février 2026. Capcom capitalise sur son expertise pour offrir une nouvelle aventure survival horror inédite. Peu d'infos concrètes pour le moment, mais la promesse d'une immersion plus intense que jamais a suffi à enflammer la communauté, toujours dans l'horreur mais avec une touche japonaise bien plus psychologique. Silent Hill F a dévoilé sa date, le 25 septembre 2025. Ce spin-off original se déroule dans les années 60 à Ebisugaoka, une ville nimbée de brouillard et de mystères, ambiance anxiogène, puzzles déroutants et monstres cauchemardesques sont au programme, plus colorés mais tout aussi attendus. Lego Batman, l'héritage du Chevalier Noir, dévoilé pour 2026, ce nouvel opus d'action-aventure en monde ouvert s'annonce comme une lettre d'amour à l'univers de Gotham. Le moteur graphique a été repensé, les combats retravaillés et le casting inclut Batgirl, Robin et les grands vilains iconiques. Avec l'humour inimitable de la série Lego. Dans un registre bien plus mythologique, Black Myth Zhongkui, suite du carton Black Myth, Wukong a aussi fait sensation. Ce nouvel action RPG solo nous plonge dans les légendes chinoises avec un chasseur d'esprit capable de traverser les mondes. Pas encore de date, mais des visuels somptueux, une promesse de gameplay exigeant à la Soulsborne. On reste dans l'ambiance sombre avec Vampire The Masquerade Bloodlines 2. Le jeu sortira le 21 octobre et proposera 2 perspectives jouables, celle d'un ancien vampire et celle d'un détective malkavien. Ambiance gothique, dialogue à choix multiples et intrigues complexes sont au rendez-vous. Et pour conclure ce tour d'horizon Gamescom, The Outer World 2 qui débarque le 29 octobre, Obsidian revient avec un tout nouvel équipage, de nouvelles planètes et un humour toujours aussi mordant. On a également des news concernant PlayStation. Sony vient d'annoncer une hausse de $50 sur toutes les versions de la PS5 aux États-Unis. La standard passe à $550, la Digital Edition à $500 et la Pro grimpe à $750. La firme justifie cette décision par un contexte économique compliqué entre tensions géopolitiques, correction de chaînes d'approvisionnement et même les répercussions des anciens tarifs douaniers américains. Officiellement, c'est une décision difficile mais nécessaire pour maintenir la production. Cette augmentation risque de décevoir, surtout au moment où Microsoft mise beaucoup sur Game Pass et où le PC reste compétitif. Reste à voir si Sony compensera par de nouvelles exclus
ou un meilleur service pour justifier ce surcoût. Du côté de Microsoft, on a la présentation de Advanced Shader Delivery, une technologie qui réduit les temps de chargement initiaux de 85% en déplaçant la compilation des shaders dans le cloud. Concrètement, les shaders sont précompilés et stockés dans une base de données PSDB, téléchargée automatiquement via l'app Xbox PC en fonction de votre matériel et de vos drivers. Résultat, fini les longues attentes au premier lancement d'un jeu. Les tests sur Avowed montrent déjà des gains massifs avec moins d'usage CPU et batterie. En cas de configuration exotique, le système peut toujours compiler localement. La technologie arrive en septembre via un nouvel Agility SDK et sera étendue progressivement à plus de jeux et de devices. Une avancée qui pourrait changer le confort de jeu sur PC. Et on termine cette section gaming avec une nouvelle qui va malheureusement faire quelques déçus, surtout chez ceux qui espéraient transformer leur ordinateur portable de tous les jours en machine de jeu. Google et Valve ont annoncé la fin du programme Steam for Chromebooks pour le 1er janvier 2026. Cette fonctionnalité encore en bêta permettait d'installer Steam sur Chrome OS. Malheureusement, le projet n'a visiblement pas eu le succès escompté, principalement à cause des limitations matérielles de la plupart des Chromebooks qui rendaient les jeux récents injouables, même avec la couche de compatibilité Proton. L'avenir du jeu sur Chromebook semble donc se cantonner au cloud gaming. C'est la fin d'une expérience intéressante qui n'aura pas réussi à s'imposer. On passe maintenant à la rubrique que vous adorez, l'Insolitech, où l'on parle des actus les plus étranges, surprenantes ou carrément folles de la semaine. Et cette semaine, on a été servi. Commençons par une histoire qui fait froid dans le dos. Imaginez, vous êtes tranquillement en train de jouer à la bêta de Battlefield 6 et tout à coup, votre PC s'éteint et des flammes sortent de votre carte graphique. C'est la mésaventure qui est arrivée à un joueur taïwanais avec sa Zotac RTX 5090 AMP Extreme Infinity. Il a partagé des photos impressionnantes sur un forum où l'on voit clairement la carte graphique calcinée ainsi que des dégâts sur la carte mère, le water cooling du CPU et même le SSD. Pour une fois, le tristement célèbre connecteur d'alimentation 16 broches ne semble pas être en cause. Les premières analyses pointent du doigt un problème au niveau des VRM qui alimentent la mémoire. Il se trouve que des experts avaient déjà souligné un défaut de conception sur ce modèle de Zotac. Aucun refroidissement actif n'était prévu sur cette zone précise du PCB, exactement là où l'incendie a démarré. C'est un rappel brutal que sur ces cartes surpuissantes, la chaleur est un ennemi constant et pas seulement au niveau du connecteur. Heureusement pour le joueur, son PC étant un modèle prémonté, la garantie devrait prendre en charge les réparations. On reste chez Nvidia avec un retour dans le passé, ou plutôt dans ce qui aurait pu être le futur. Le youtubeur Derbauer a mis la main sur un prototype de la légendaire RTX Titan Ada, une carte qui n'a jamais été commercialisée. On avait déjà vu des photos, mais cette fois, on a pu voir la bête en fonctionnement. C'était un monstre absolu avec un GPU AD102 complet, 48 Go de mémoire et un système de refroidissement occupant 4 slots. Mais le détail le plus incroyable révélé dans sa dernière vidéo concerne l'alimentation. Cette Titan Ada était équipée non pas d'un, mais de 2 connecteurs 12 volts HPWR. Et pour les alimenter, Nvidia avait conçu un adaptateur prototype absolument démentiel. Il convertissait 6 connecteurs 8 broches PCI Express en 2 connecteurs 12 VHPWR, suggérant une consommation potentielle de 900 watts. Même si la carte ne tirait entre guillemets que 600 watts en overclocking, cet adaptateur daté de janvier 2022 montre que Nvidia explorait des solutions de puissance extrême bien avant le lancement de la série 40, une relique fascinante d'un monstre de puissance qui n'a jamais vu le jour. On termine cette rubrique Insolitech avec un produit qui répond à une question que personne ne se posait vraiment. Et si on mettait un écran sur un refroidisseur de SSD? Thermalright l'a fait avec son nouveau HR 10280 Pro digital. Ce refroidisseur actif pour SSD M2, déjà assez imposant avec ses caloducs et son ventilateur, intègre désormais un petit écran ARGB sur le dessus. Cet écran peut afficher en temps réel la température du SSD, son taux d'utilisation ou encore ses vitesses de lecture et d'écriture séquentielle. Pour que ça fonctionne, il faut le brancher sur un port USB de la carte mère et utiliser le logiciel de Thermalright. C'est un gadget de plus dans la tendance qui consiste à mettre des écrans sur absolument tous les composants du PC. C'est amusant, ça peut être pratique pour les passionnés de monitoring, mais on se demande quand même où cette course à l'écran va s'arrêter. Bientôt un écran sur les câbles d'alimentation, l'avenir nous le dira. On enchaîne avec la partie la plus attendue par les amateurs de hardware, les nouveaux produits. Commençons par l'univers des mini-PC qui est en pleine ébullition.
Beelink a dévoilé son GTR 9 Pro, une machine qui ressemble étrangement à un Mac Studio mais qui embarque du hardware PC de dernière génération. Au cœur de la bête, on trouve un APU AMD Ryzen iMax Plus 395 avec 16 cœurs Zen 5 et un iGPU Radeon 8060S annoncé comme proche d'une RTX 3080 mobile. Il peut gérer jusqu'à 128 Go de RAM et 2 SSD NVMe. Le tout dans un petit châssis avec alimentation interne. Le prix de lancement en Chine est étonnamment bas, autour de 1560 €, ce qui le rend très compétitif. Chez Maxon, des nouvelles de sa microstation ont été dévoilées, une plateforme mobile on desktop qui embarque un processeur Intel Arrow Lake HX et jusqu'à 2 cartes graphiques Arc Pro B60. Ce système compact de 20 litres est pensé comme une station de travail personnelle pour l'IA locale ou comme un serveur de stockage. Il peut accueillir jusqu'à un Core Ultra 9 275 HX, 256 Go de RAM DDR5 et de GPU Arc Pro B60 avec 24 Go de VRAM chacun. La connectique est ultra complète avec du Thunderbolt 5, de l'Ethernet 10 Gigabits et de nombreux ports de stockage. Maxon vise un prix sous les 2800 $ pour une configuration complète, ce qui serait très compétitif, sortie prévue en septembre. Passons aux cartes graphiques avec la très attendue Asus RTX 5080 Noctua Edition qui a enfin été détaillée. C'est le fruit de la collaboration entre Asus et le spécialiste du refroidissement silencieux Noctua. Le but n'est pas la performance brute, mais de proposer la carte la plus silencieuse possible. Elle arbore un design massif de 4 slots avec 3 ventilateurs Noctua de 120 mm. Le système de refroidissement est impressionnant avec une chambre à vapeur optimisée et 11 caloducs au total. Les tests montrent qu'elle est bien plus froide et silencieuse que les autres modèles haut de gamme d'Asus. Le prix, par contre, pique un peu. Le revendeur britannique Scan l'affiche à 1500 livres, soit une sacrée prime pour le silence. Nvidia a ouvert les précommandes pour son kit de développeur AGX Jetson Tor au prix de 3499 $. Ce qui frappe au premier regard, c'est son design qui ressemble à s'y méprendre à une carte graphique RTX 5090 Founder Edition avec un gros ventilateur et un dissipateur massif, mais à l'intérieur, c'est une toute autre histoire. Il embarque un GPU Blackwell avec 2560 cœurs, CUDA, un CPU ARM 14 cœurs et 128 Go de mémoire unifiée. Ce n'est pas fait pour le jeu, mais pour l'intelligence artificielle et la robotique. La plateforme est conçue pour gérer des charges de travail complexes, comme le traitement des données de jusqu'à 20 caméras physiques simultanément, ce qui est crucial pour les robots humanoïdes. C'est un outil très puissant mais très cher, destiné à un marché de professionnels et de développeurs spécialisés. On enchaîne avec Asus qui a officiellement lancé sa ROG Astral RTX 5080 BTF, la version avec connecteur d'alimentation caché. Elle est maintenant disponible sur la boutique allemande Alternet à partir de 2999 €. Cette carte utilise le connecteur propriétaire GCH PWR qui permet de l'alimenter directement depuis la carte mère pour un montage sans aucun câble visible côté GPU. Elle conserve un connecteur 16 broches classique pour la compatibilité avec les cartes mères standard. Les spécifications sont évidemment monstrueuses avec 32 Go de GDDR7 et un système de refroidissement à 4 ventilateurs. Le concept BTF reste une niche premium, surtout que pour en profiter pleinement, il faut une carte mère compatible comme la ROG Maximus Z890 Hero qui coûte elle-même plus de 700 €. Passons aux écrans et là, attention les yeux, la marque HKC vient de lancer le tout premier moniteur gaming au monde avec une fréquence de rafraîchissement native de 750 Hz. Oui, vous avez bien entendu, 750 images par seconde. Le modèle s'appelle INT257PF. C'est un écran de 24,5 pouces avec une dalle Fast TN en résolution 1080p, clairement destiné aux joueurs professionnels de titres comme Counter-Strike 2 ou Valorant. Le temps de réponse est de 0,8 millisecondes, il est certifié HDR 400 et couvre 95% de l'espace colorimétrique DCI P3, ce qui est excellent pour une dalle TN. La connectique comprend 2 ports HDMI 2.1 et un DisplayPort 1.4. Le prix est à la hauteur de la performance, il devrait se vendre aux alentours de 1115 $. C'est une nouvelle étape de franchie dans la course aux Hertz, même si l'œil humain aura probablement du mal à percevoir la différence au-delà d'un certain seuil. Ensuite, on a InnoDisk qui a présenté ses nouveaux modules mémoire DDR5 CAM2 et LPDDR5 X CAM2, appelés aussi LPCAM2. Ils sont spécialement pensés pour les environnements industriels compacts et robustes. Ces modules innovants offrent un gain d'espace de 60% et des vitesses allant jusqu'à 6400 mégatransferts par seconde pour la DDR5 et 8533 mégatransferts par seconde pour la LPDDR5X, tout en améliorant l'efficacité énergétique grâce à une tension réduite. Leur
conception consolide 2 canaux mémoire sur un seul module garantissant des performances élevées et une meilleure intégrité du signal. Le format CAM2, plat et vissé, optimise la dissipation thermique, résiste aux vibrations et facilite la maintenance dans les applications critiques comme l'aérospatiale, les mini-PC et les systèmes fanless. En parallèle, G-Skill a démontré le potentiel extrême de cette nouvelle norme en atteignant 10 000 mégatransferts par seconde sur une plateforme Asus Z890, confirmant la capacité du CAM2 à repousser les limites de la mémoire DDR5. Les premiers échantillons InnoDisk seront disponibles au 4e trimestre 2025. Toujours chez Asus, avec une nouvelle qui va faire grincer des dents ceux qui lorgnaient sur le ROG NUC 2025. Asus a officiellement annoncé les prix pour l'Europe et ils ont revu leurs tarifs à la hausse. Le modèle le plus haut de gamme, équipé d'un Core Ultra 9 275HX et d'une RTX 5080 pour ordinateur portable, qui était listé à 2849 $ en juin, est maintenant affiché à 3200 $, soit une augmentation de 350 $. En Europe, ce même modèle sera vendu 3371 €. C'est un mini PC de jeu surpuissant avec un processeur 24 cœurs jusqu'à 96 gigaoctets de RAM et un excellent système de refroidissement. Mais à ce niveau de prix, il entre en concurrence directe avec des PC portables gaming très performants qui ont l'avantage de la portabilité avec un écran intégré. Le ROG NUC devient de plus en plus un produit de niche réservé à ceux qui veulent un maximum de puissance dans un format ultra compact pour leur bureau. Et pour finir, Samsung vient de présenter sa TV micro RGB de 115 pouces, la première au monde à utiliser un rétroéclairage composé de LED RVB de moins de 100 micromètres. Contrairement aux mini LED, ces diodes sont contrôlées individuellement, offrant un local dimming ultra précis, une couverture de 100% BT2020 et jusqu'à 20% d'efficacité énergétique en plus. Résultat, des noirs plus profonds, des couleurs éclatantes et une fidélité certifiée par le VDE, un organisme allemand indépendant garantissant la qualité et la précision des équipements électroniques. La TV embarque en plus un moteur micro RGB AI qui analyse chaque image en temps réel, optimise l'image et le son et utilise Color Booster Pro pour raviver les tons ternes. On retrouve aussi Vision AI avec Bixby, la sécurité Knox, un design ultra fin avec technologie glare-free et le programme de mise à jour Tizen OS sur 7 ans. Disponible en Corée et aux États-Unis, elle sera proposée à partir de 30 000 $. Bref, une télé pensée pour ceux qui hésitent entre un yacht, un jet privé et un écran de salon. On attaque maintenant le plat de résistance, le cœur de l'actualité, les news tech de la semaine, et on a du très lourd à disséquer ensemble. On commence par une collaboration totalement inattendue dans le monde du stockage. SanDisk et SK Hynix ont annoncé un partenariat pour créer une nouvelle norme de mémoire flash appelée High Bandwidth Flash ou HBF. Cette technologie vise à offrir une capacité et des performances révolutionnaires pour la prochaine génération d'inférences en intelligence artificielle. Le but est de proposer une bande passante comparable à la mémoire HBM, qui est très rapide mais très chère et limitée en capacité tout en offrant 8 à 16 fois plus de capacité pour un coût similaire. C'est une réponse directe aux besoins exponentiels des modèles d'IA qui deviennent de plus en plus grands et complexes. SanDisk prévoit de livrer les premiers échantillons de cette mémoire HBF au second semestre 2026. Cette collaboration entre deux géants du secteur pourrait aboutir à une nouvelle norme industrielle et fournir une solution de mémoire plus évolutive et économique pour l'IA. De son côté, Intel ne reste pas les bras croisés. La firme a partagé des nouvelles sur son Project Battle Matrix avec la sortie de la première version stable de son conteneur LLM Scaler. Cet outil, basé sur Linux, est conçu pour accélérer l'inférence IA sur les GPU Intel Arc avec un support pour le multi-GPU et des fonctionnalités professionnelles. Intel a aussi confirmé qu'il continuait le développement de leur technologie APO ou Application Optimisation. Rappelez-vous, c'est ce logiciel qui optimise les jeux au cas par cas en décidant quel cœur du processeur doivent être utilisés pour quelle tâche. Cependant, un ingénieur d'Intel a précisé que les efforts se concentraient désormais sur les processeurs actuels et futurs, comme les séries 14 et 200, et moins sur les anciennes générations 12 et 13 en raison de ressources limitées. Enfin, Intel a ajouté une nouvelle fonctionnalité pour les systèmes Core Ultra, le Shared GPU Memory Override, qui permet d'allouer plus de mémoire système au processeur graphique intégré. C'est une réponse directe à la fonctionnalité similaire d'AMD, très utile pour l'IA et les grands modèles de langage qui nécessitent beaucoup de VRAM.
Passons maintenant au terrain brûlant des processeurs où les fuites continuent de s'accumuler. Toujours chez Intel, des informations sur l'architecture Panther Lake qui devrait arriver en fin d'année. Un processeur Panther Lake mobile a été repéré dans le portail de test des pilotes graphiques d'Intel. Ce modèle de test possède 12 cœurs et, détail important, n'a pas d'hyperthreading, donc 12 threads au total. La configuration exacte reste incertaine. Il pourrait s'agir de 4 cœurs performance Cougar Cove et 8 cœurs efficacité Darkmount, ou d'une nouvelle configuration 4 P-Core plus 4 U-Core et 4 LPE Core avec des cœurs à très basse consommation. La fuite révèle également une fréquence de base de 3,0 GHz. Panther Lake sera gravé en Intel 18A et devrait succéder à Lunar Lake. C'est une architecture très attendue qui marquera une nouvelle étape dans la stratégie d'Intel avec une diversification encore plus poussée des types de cœurs pour optimiser la performance et l'efficacité énergétique. On a aussi du nouveau sur une autre référence d'Intel, mais cette fois-ci déjà sortie. Le processeur pour serveur Xeon 6980p, le fleuron de la gamme Granite Rapids, a vu son prix s'effondrer. Ce monstre de 128 cœurs et 256 threads, lancé à un prix de 17 800 $, puis réduit à 12 460 $, est maintenant disponible chez le revendeur Newegg pour seulement 6 190 $. C'est une baisse de 50% par rapport à son prix officiel. Cette chute spectaculaire pourrait être une réponse à la concurrence féroce d'AMD et de ses processeurs EPYC qui grignotent de plus en plus de parts de marché dans le secteur des serveurs. AMD a récemment vu sa part de marché passer de 23% à 32% en un an. Cette guerre des prix sur le segment très lucratif des serveurs est une excellente nouvelle pour les entreprises, mais elle montre la pression intense qu'Intel subit actuellement sur tous les fronts. Et ce n'est pas tout, une nouvelle variante de l'architecture Lunar Lake a été repérée, le Core Ultra 7 254V. Il a été aperçu sur Passmark et Furmark. Il s'agit d'un processeur 8 cœurs avec 12 mégaoctets de cache L3. Ses performances se situent légèrement en dessous du 256V et sa partie graphique Arc 140V tourne à 2 GHz. Le mystère reste entier sur sa configuration mémoire qui est le principal différenciateur dans la gamme Lunar Lake. Du côté de Bartlett Lake S, l'architecture pour le socket LGA 1700, de nouvelles informations confirment l'existence de plusieurs configurations de puces, notamment une version avec 12 cœurs performance pure. Cependant, malgré les rumeurs, il n'y a toujours aucune preuve que cette version sera commercialisée pour le grand public. Les documents d'Intel positionnent Bartlett Lake S principalement pour les marchés de l'edge computing et de l'industrie et non pour les PC de jeu. Et pour finir côté processeur chez Intel, on a également des nouvelles concernant la réintroduction du support des instructions AVX 512 sur les futurs processeurs de bureau, probablement dès la génération Nova Lake. Ces instructions, qui accélèrent certaines tâches de calcul intensif, avaient été désactivées sur les processeurs grand public depuis la génération Alder Lake, car les e-core ne les prenaient pas en charge. C'est une bonne nouvelle, car AMD a de son côté implémenté le support complet de l'AVX 512 avec ses cœurs Zen 5, donnant un avantage à ses puces dans les applications optimisées. Ce retour chez Intel est donc une réponse nécessaire pour rester compétitif, notamment pour les applications d'IA qui se démocratisent. De plus, une fuite a détaillé les futures configurations des processeurs mobiles Nova Lake. Le haut de gamme, le Nova Lake HX, pourrait embarquer jusqu'à 28 cœurs, dont 8 P-Core, 16 E-Core et 4 LP-Core, un gain significatif par rapport à la génération actuelle. C'est une architecture complexe et modulaire qui promet une belle montée en puissance pour les futurs ordinateurs portables. On passe maintenant chez AMD avec une clarification importante. Face aux inquiétudes persistantes concernant les cas de burn-out des sockets AM5, notamment avec les processeurs X3D, AMD a pris la parole. Dans une interview, la société a réaffirmé que le problème ne venait pas de ses processeurs, mais de mauvaises configurations dans les BIOS de certains fabricants de cartes mères. AMD pointe du doigt des BIOS ODM qui ne respecteraient pas les directives officielles, entraînant des tensions et des températures excessives. La firme reconnaît que la complexité augmente avec le nombre de combinaisons CPU carte mère possibles. La recommandation reste la même, mettez à jour votre BIOS vers la dernière version disponible. AMD assure travailler en étroite collaboration avec ses partenaires pour résoudre définitivement ce problème. C'est un message clair, la plateforme est saine, mais la vigilance sur les mises à jour logicielles est essentielle pour garantir sa stabilité. Et puisqu'on parle de processeurs AMD, de nouvelles références continuent d'apparaître. Après la confirmation du Ryzen 7 9700F il y a quelques semaines, voilà qu'un nouveau venu a fuité sur Geekbench, le Ryzen 5 9500F. Comme son nom
nom l'indique, il s'agit d'une version sans partie graphique intégrée destinée aux configurations avec une carte graphique dédiée. Ce processeur Zen 5 aurait 6 cœurs et 12 threads avec 32 mégaoctets de cache L3. Ses fréquences seraient proches de celles du Ryzen 5 9600 avec une horloge de base de 3,8 GHz et un boost atteignant 5 GHz. Les performances mesurées sont d'ailleurs quasiment identiques à celles du 9600. Ce 9500F s'annonce comme un excellent candidat pour les PC gaming d'entrée et de milieu de gamme, avec un prix qui pourrait être très agressif, probablement sous la barre des $200. Il vient directement concurrencer les offres d'Intel sur ce segment très disputé. Pendant ce temps, la plateforme AM4 n'est pas tout à fait morte. Le Ryzen 5500X 3D, un processeur 6 cœurs lancé discrètement il y a 2 mois et réservé à l'Amérique latine, a fait sa première apparition dans un benchmark sur Passmark. Malgré des fréquences plus basses que le 5500 classique, il s'en sort très bien. Il est seulement 1,8% plus lent en single core, mais 6% plus rapide en multicore. C'est la magie du 3D cache qui, même s'il ne brille pas dans les tests synthétiques, transforme les performances en jeu. Ce processeur pourrait offrir des performances en jeu proches du légendaire 5800X 3D pour un budget bien plus serré, ce qui en ferait le meilleur processeur gaming économique pour la plateforme AM4. On espère le voir débarquer dans d'autres régions pour offrir une dernière option de mise à niveau très intéressante à des millions d'utilisateurs. Mais à l'inverse, toutes les bonnes choses ont une fin. AMD vient d'annoncer la fin de production du Ryzen 7 5700X 3D. Ce processeur était le dernier représentant des puces avec 3D V-Cache pour le socket AM4 en Europe après l'arrêt du très populaire 5800X 3D. Pendant des mois, ces processeurs ont été une aubaine pour les possesseurs de configuration AM4, leur permettant d'obtenir des performances en jeu de premier plan à un coût très raisonnable sans avoir à changer toute leur plateforme. Plusieurs revendeurs confirment que le 5700X 3D est maintenant en fin de vie et qu'il disparaîtra des rayons une fois les stocks actuels épuisés. Son prix a d'ailleurs commencé à augmenter ces dernières semaines. C'est un signal fort qu'AMD tourne définitivement la page de l'AM4 pour se concentrer pleinement sur l'AM5 et les futures générations. Si vous aviez prévu cet upgrade, c'est maintenant ou jamais. Et justement, restons chez AMD mais passons au chipset. Une autre décision symbolique vient d'être confirmée. L'arrêt officiel de la production du chipset B650, c'était l'un des chipsets les plus populaires pour la plateforme AM5, offrant un excellent rapport qualité-prix pour les configurations de milieu de gamme. Introduit en octobre 2022, il a permis de démocratiser l'accès aux processeurs Ryzen 7000 et 8000 avec des cartes mères dont les prix sont finalement passés sous la barre des $100. Les fabricants de cartes mères ne peuvent plus commander de nouvelles puces B650 et sont invités à faire la transition complète vers le nouveau chipset B850. Les stocks actuels devraient être écoulés d'ici octobre 2025. Le B850 standardise le support du PCI Express 5.0, ce qui était optionnel sur le B650. C'est la fin d'un chapitre pour l'AM5, mais une évolution logique vers des plateformes plus modernes. Toujours chez AMD, mais du côté des APU, un nouveau leak révèle les spécifications de l'APU AMD Medusa Halo, attendu pour 2027, conçu avec des chiplets Zen 6 gravés en N2P et un die IO en N3P. Il pourrait atteindre 26 cœurs CPU, dont 24 Zen 6 et 2 Zen 6 LP. Côté GPU, il embarquerait 48 unités de calcul RDNA 5 et 20 mégaoctets de cache L2, offrant des performances comparables à une RTX 5070 Ti. La puce supportera une mémoire 384 bits LPDDR6 ou 256 bits LPDDR5X, assurant une bande passante élevée pour le GPU intégré. AMD préparerait aussi une version Medusa Halo Mini plus adaptée au portable, avec 14 cœurs CPU et 24 CU RDNA 5 associés à un bus mémoire 128 à 192 bits LPDDR5X ou LPDDR6. Ce design viserait à offrir une puissance graphique AAA sans GPU dédiée, marquant un tournant dans l'intégration CPU-GPU. Mais côté console portable, c'est Intel qui fait parler de lui avec une mise à jour majeure. La console portable MSI Claw 8 AI+, équipée de l'architecture Intel Lunar Lake, bénéficie d'un important gain de performance grâce à une simple mise à jour logicielle. Jusqu'ici, l'appareil souffrait d'une configuration inadaptée. Les valeurs PL1 et PL2 étaient identiques, limitant ainsi son potentiel. Or, le PL2, censé permettre des pics de puissance, libère nettement plus de performance dès qu'il dépasse le PL1, même d'un seul watt, selon TechPowerUp qui a retesté l'appareil après le correctif distribué via l'application MSI Center M. L'amélioration atteint jusqu'à 30% dans certains jeux comme Cyberpunk 2077.
77 et Space Marine 2. D'autres titres affichent en moyenne un gain de 10%, confirmant que le Claw 8i Plus est désormais l'une des consoles portables les plus puissantes, surpassant même plusieurs modèles sous AMD Ryzen Z 2 Extreme. Malgré son prix élevé et une disponibilité limitée, cette mise à jour redonne un net avantage à Intel dans le marché très concurrentiel des consoles de jeux portables. Et puisque la performance ne se limite pas au CPU, passons aux news GPU. On commence avec une information qui va intéresser les utilisateurs de cartes AMD. Un développeur indépendant a publié sur GitHub un outil nommé GPU Profile Manager. Ce petit logiciel permet de forcer l'activation du FSR 4 sur des jeux qui ne sont pas encore officiellement supportés par les pilotes AMD. En gros, si un jeu supporte déjà le FSR 3.1, cet outil permet de tenter l'activation du FSR 4 en modifiant la liste blanche des pilotes. C'est une fonctionnalité pour les bidouilleurs car elle peut causer des bugs ou des crashs et il est fortement déconseillé de l'utiliser sur des jeux en ligne avec anti-triche, mais c'est un outil intéressant qui donne plus de contrôle aux utilisateurs et qui pourrait à terme devenir un équivalent du célèbre Nvidia Profile Inspector. Restons chez AMD avec une annonce majeure côté logiciel. La firme a lancé la version 2.0 de son Fidelity FX SDK. Cette mise à jour prépare le terrain pour les futures technologies basées sur l'intelligence artificielle comme le FSR Redstone. La grande nouveauté, c'est l'arrivée de FSR 4.0.2. C'est la première version de l'upscaler d'AMD à utiliser le machine learning à l'instar du DLSS de Nvidia. FSR 4 promet une meilleure qualité d'image, une meilleure stabilité temporelle et une réduction du ghosting. Attention cependant, cette version ML ne fonctionnera qu'avec les cartes graphiques Radeon RX 9000 et supérieures. Pour les cartes plus anciennes, le SDK inclut FSR 3.1.5. Une autre nouveauté importante est que les mises à jour de FSR pourront se faire directement via les pilotes graphiques, sans nécessité de patch pour chaque jeu. Il y a eu une petite confusion au lancement car le code source de FSR 4 a été brièvement publié sur GitHub avant d'être retiré, AMD confirmant que la distribution se fera via des DLL précompilés. En parallèle, AMD a discrètement lancé de nouvelles cartes graphiques cette semaine, la Radeon Pro W7400 et sa variante gaming, la Radeon RX 7400. Ces deux cartes sont basées sur l'architecture RDNA 3 avec un GPU Navi 33 et 1792 Stream Processor. Elles embarquent 8 Go octets de mémoire GDDR6 mais avec des horloges réduites, ce qui leur confère un très faible TDP, autour de 55 watts pour la Pro et 43 watts pour la version gaming. Ce sont clairement des cartes d'entrée de gamme, probablement destinées aux fabricants de PC OEM pour équiper des stations de travail compactes ou des PC de bureau d'entreprise. Elles ne nécessitent pas de connecteurs d'alimentation externe. Il est peu probable de les voir arriver sur le marché du DIY, mais elles complètent la gamme RDNA 3 par le bas. Mais alors que ces deux nouvelles références viennent élargir la gamme RDNA 3, une actualité bien moins réjouissante touche le haut de la série. En effet, un premier cas de connecteur fondu a été signalé sur une Radeon RX 9070 XT, plus précisément sur le modèle ASRock Taichi, équipé d'un connecteur 12V HPWR au lieu des traditionnels 8 broches. Bien qu'AMD n'ait pas adopté officiellement cette norme pour sa série RX 9000, certains partenaires comme Saphir et ASRock ont choisi de suivre la tendance initiée par Nvidia afin de remplacer 3 câbles 8 broches par un seul connecteur plus compact. Or, si les GeForce RTX 4090 ou 5090 peuvent atteindre 450 à 575 watts et ont déjà connu plusieurs incidents similaires, la RX 9070 XT est conçue comme une carte bien moins énergivore, avec une consommation de 300 watts, pouvant monter à environ 330 à 340 watts pour certaines variantes, ce qui rend cet incident surprenant. Le cas a été rapporté par un utilisateur sur Reddit qui avait déjà constaté une décoloration de son adaptateur avant qu'il ne fonde complètement, confirmant un défaut progressif. Selon ses propos, son alimentation de 850 watts, bien que bas de gamme, correspondait aux recommandations d'ASRock et disposait théoriquement de la capacité suffisante pour alimenter sa configuration. Cependant, elle ne possédait pas de câble ATX 3.1 natif, l'utilisateur ayant recours à l'adaptateur officiel fourni avec la carte, branché à partir de 3 câbles 8 broches. Fait notable, il n'en a utilisé que 2, dont l'un était scindé en 2 connecteurs, une méthode déconseillée par la plupart des constructeurs de GPU car elle peut provoquer des problèmes de stabilité ou de chauffe au niveau du connecteur. Le fondu s'est produit du côté de l'adaptateur et non sur le GPU lui-même qui semble intact hormis une broche affectée. Pour l'heure, les raisons précises de la défaillance restent floues, mais ce cas relance le débat sur la fiabilité du 12V HPWR et son adoption dans des cartes censées consommer nettement moins que les
les modèles phares de Nvidia. Du côté du marché, la plateforme de comparaison de prix Danawa a publié ses premières données pour 2025 concernant la popularité des cartes graphiques en Corée du Sud. Bien qu'il ne s'agisse pas de ventes directes, ces statistiques reflètent les recherches et l'intérêt des utilisateurs, offrant ainsi un aperçu précieux du marché. Sans surprise, Nvidia conserve une avance écrasante avec 76% des recherches. Toutefois, la véritable surprise vient d'AMD qui grimpe à 21%, un score qui n'avait plus été atteint depuis 2019 avec les RX 570 et 590. Cette dynamique rappelle même l'engouement de 2014 pour les Radeon R9 270 et 280X du côté des modèles les plus recherchés. La nouvelle RTX 5060 lancée récemment capte déjà près de 20% des recherches. Chez AMD, la RX 9060 XT mène la danse. L'autre fait marquant concerne Intel qui parvient à se hisser entre 2 et 3% de part d'intérêt. Bien que modeste, cette progression est notable. Ces GPU Battlemage semblent enfin trouver une place sur le marché, un signe encourageant avant l'arrivée de la très attendue Arc B770, censée concurrencer les segments RTX 5060, 5070 et RX 9060, 9070. Et justement, parlons d'Intel et de sa future génération de cartes graphiques Battlemage. Une nouvelle référence, BMGG 21, a été repérée dans les pilotes open source. Les spéculations vont bon train et suggèrent qu'il pourrait s'agir d'une troisième variante du GPU avec 16 X-Core. Cette puce pourrait donner naissance à une future carte Arc B380 qui viendrait se positionner en entrée de gamme. Ce serait une amélioration par rapport à l'actuel Arc A3 180 qui n'a que 8 X-Core. Pour l'instant, ce ne sont que des rumeurs basées sur des ID de périphériques, mais cela montre qu'Intel continue de travailler sur sa prochaine architecture GPU. Toujours chez Intel, une autre information intéressante, la firme va abandonner le support du MSAA X16 avec sa future architecture graphique X3. Le multi-sample anti-aliasing, très gourmand en ressources, est de moins en moins utilisé au profit de techniques plus modernes et efficaces comme le TAA ou les technologies d'upscaling comme le XSS, le FSR ou le DLSS. C'est une décision logique qui ne devrait pas impacter les joueurs sur les titres récents. Et ce n'est pas tout car Intel prépare activement le futur de ses puces IA. Une image du véhicule de test du futur processeur Jaguar Shores a fuité. On y voit une puce absolument gigantesque mesurant 92,5 mm par 92,5 mm. Posé sur une carte de développement. Le design montre 4 tuiles principales et 8 emplacements pour de la mémoire HBM. On sait que Jaguar Shores utilisera le processus de fabrication Intel 18A et de la mémoire HBM4 de SK Hynix. Ce sera la première solution d'Intel à l'échelle d'un rack complet conçu pour rivaliser avec les offres de Nvidia et d'AMD dans le domaine de l'IA à haute performance. Cette puce représente un moment charnière pour Intel, un véritable make or break pour son business dans l'IA, où l'entreprise a eu du mal à s'imposer jusqu'à présent. Ces premières images montrent en tout cas que l'ambition technique est bien là. Nvidia aussi a du neuf côté logiciel avec une grosse mise à jour de sa Nvidia App. La nouveauté la plus attendue est sans doute l'arrivée de la fonctionnalité Smooth Motion pour les possesseurs de cartes graphiques RTX de la série 40. Jusqu'à présent réservée à la série 50, cette technologie est l'équivalent du Fluid Motion Frames d'AMD. Il s'agit d'une frame generation au niveau du pilote qui permet de doubler virtuellement les FPS dans les jeux qui ne supportent pas nativement le DLSS Frame Generation. C'est un ajout majeur qui va donner un coup de boost à de nombreux titres. L'autre grande nouveauté est la possibilité d'activer un DLSS Override global. Vous pourrez forcer l'activation du DLSS Super Resolution ou du Multi-Frame Generation sur tous les jeux compatibles directement depuis l'application sans avoir à le faire jeu par jeu. La mise à jour intègre aussi de plus en plus d'options de l'ancien panneau de configuration, confirmant la volonté de Nvidia de tout unifier. Et pour les fans d'Asus, à l'occasion de ses 30 ans dans le domaine des cartes graphiques, la firme a profité de la Gamescom pour lever le voile sur un modèle collector, la ROG Matrix GeForce RTX 5090 30e Anniversary Limited Edition. Cette carte impressionne par ses spécifications hors normes. Elle adopte un design à 4 ventilateurs, déjà vu sur la série ROG Astral, avec chambre à vapeur brevetée, métal liquide et base en cuivre pour maximiser le refroidissement. Côté alimentation, elle propose à la fois le connecteur 12 volts 2x6 et le GC-HPWR BTF pour une puissance supportée allant jusqu'à 800 watts, bien au-delà des RTX 5090 standards, plafonnant entre 575 et 600 watts. Basée
sur l'architecture Blackwell, la carte embarque 20 et 1760 cœurs CUDA, 32 Go de mémoire GDDR7 sur bus, 512 bits et un boost à 2730 MHz en mode 800 watts, offrant selon Asus jusqu'à 10% de performance supplémentaire face au modèle de référence. Édition limitée oblige, seuls 1000 exemplaires seront produits. Asus n'a pas encore communiqué de date de sortie, mais une partie des cartes pourra être remportée lors de l'événement Gamescom. On a également un documentaire exceptionnel de la chaîne Gamers Nexus. Pendant 3h30, ils ont mené une enquête approfondie sur le marché noir des cartes graphiques pour l'IA en Chine. C'est une plongée fascinante et un peu effrayante dans un écosystème qui pèse des milliards de dollars, né des restrictions à l'exportation imposées par les États-Unis. Le documentaire révèle comment des puces comme les A100 et H100 de Nvidia, normalement interdites, continuent d'arriver en Chine via des réseaux de contrebande complexes passant par Hong Kong ou Singapour. Mais le plus fou, c'est ce qui arrive aux cartes grand public. Des cartes comme la RTX 4090, qui n'a jamais été officiellement vendue là-bas, sont non seulement disponibles, mais elles sont aussi modifiées. Et des ateliers spécialisés désossent les cartes, les réparent et vont même jusqu'à augmenter leur capacité mémoire, créant des RTX 4090 avec 48 Go de VRAM. Ces cartes modifiées sont ensuite revendues à des startups et des laboratoires d'IA. C'est un business tentaculaire qui montre à quel point il est difficile de contrôler la diffusion de technologies de pointe. Restons en Chine où la situation de la RTX 5090D V2 est assez intéressante. Cette carte, une version légèrement bridée de la 5090D avec 24 Go de mémoire au lieu de 32, a été lancée exclusivement pour le marché chinois. La bonne nouvelle, c'est que contrairement à son prédécesseur, elle est réellement disponible à son prix de vente conseillé d'environ 16 499 RMB. Il semblerait que Nvidia ait constitué des stocks importants. Inno3D a même publié un comparatif officiel entre la V1 et la V2 de leur carte iChill X3. Les résultats montrent une différence de performance très faible en jeu, de l'ordre de 1,6% en moyenne en faveur de la version 32 Go. L'écart est un peu plus marqué dans les benchmarks synthétiques et les charges de travail IA. Cette disponibilité à un prix correct est une bonne nouvelle pour les joueurs chinois et on espère que cela se répercutera sur la disponibilité et les prix de la RTX 5090 classique dans le reste du monde. En Europe, cette fois, une bonne nouvelle attend aussi les joueurs européens. Nvidia a procédé à une baisse de prix sur plusieurs de ses cartes graphiques de la série RTX 50 en Europe. Les RTX 5090, 5080 et 5070 Founders Edition ont vu leur prix baisser de 9 à 10%. Par exemple, la RTX 5090 passe de 2329 € à 2099 €. Cette baisse de prix n'est pas une promotion, mais un ajustement tarifaire. Il semblerait qu'elle soit directement liée à l'évolution du taux de change entre l'euro et le dollar américain. L'euro s'est en effet renforcé face au dollar ces derniers mois. Les prix aux États-Unis, eux, ne changent pas. C'est une correction bienvenue qui, combinée à une meilleure disponibilité des cartes, devrait rendre la série 50 un peu plus accessible pour les joueurs du vieux continent. Et ce n'est pas tout, les rumeurs autour des modèles super de la gamme RTX 50 se précisent. La rumeur dont on parlait il y a des semaines se précise de plus en plus et les nouvelles fuites sont très excitantes. Il semblerait que Nvidia soit prêt à adopter une politique de prix très agressive pour stimuler la demande. Les futurs modèles super pourraient être lancés au même tarif que les modèles non super actuels. Ainsi, la RTX 5070 Super serait à 549 $, la 5070 Ti Super à 749 $ et la 5080 Super à 999 $. En contrepartie de ce cadeau sur le prix, Nvidia gonflerait la mémoire vidéo de 50%. On passerait à 18 Go pour la 5070 Super et 24 Go pour les 5070 Ti et 5080 Super. La mémoire GDDR7 serait également plus rapide si ces fuites se confirment. Ce serait une excellente nouvelle pour les joueurs, marquant un possible changement de stratégie pour Nvidia face à la grogne des consommateurs et à la concurrence d'AMD. La sortie serait même envisagée avant les fêtes de fin d'année. Dans le domaine de l'intelligence artificielle, où Nvidia assoit encore un peu plus sa domination, une étude de la banque Morgan Stanley a comparé la rentabilité des différentes solutions matérielles pour l'inférence IA. Les résultats sont écrasants. Les systèmes basés sur les GPU Nvidia Blackwell GB200 offrent la marge bénéficiaire la plus élevée, atteignant 77,6%. En comparaison, les solutions basées sur les derniers accélérateurs d'AMD, les MI355X et MI300X affichent des marges négatives
L'étude attribue l'énorme avance de Nvidia à ses optimisations logicielles continues sur la plateforme CUDA et au support de formats de calcul comme le FP4. Même si le matériel d'AMD est excellent, l'écosystème logiciel de Nvidia reste un avantage concurrentiel colossal. C'est une démonstration de force qui explique pourquoi Nvidia est si dominant sur le marché de l'IA. Et justement, de nouvelles informations viennent renforcer cette domination avec Rubin, la prochaine génération de puces Nvidia, désormais entrée en production d'essai chez TSMC. Nvidia vient de franchir une étape clé dans sa stratégie d'accélération de l'IA. Son PDG Jensen Huang a confirmé lors d'une visite à Taïwan que le nouveau programme Rubin a atteint le stade du tape-out avec 6 puces distinctes confiées aux usines de TSMC. Celles-ci entrent désormais en phase de qualification et de production d'essai, marquant le début d'un changement profond pour l'écosystème de calcul de la firme. Rubin ne se limite pas à une évolution de GPU, il s'agit d'une refonte complète de plateforme. Les designs validés comprennent un CPU, de nouveaux GPU, un switch NVLink évolutif, un processeur photonique en silicium pour la connectivité rack-scale et des composants réseau repensés. L'objectif est clair, offrir à la fois une puissance de calcul accrue et une meilleure intégration au niveau des centres de données où les besoins explosent avec l'essor des modèles d'intelligence artificielle à grande échelle. Sur le plan technologique, Rubin introduit pour la première fois une approche chiplet chez Nvidia, rompant avec les conceptions monolithiques. Les puces seront gravées en N3P, 3 nanomètres chez TSMC, avec un conditionnement avancé CoWoS-L et un agencement atteignant un reticle 4 fois contre 3,3 fois pour la génération Blackwell. La mémoire basculera vers la prochaine génération HBM4 avec un die personnalisé afin de soutenir des débits massifs. Selon Nvidia, cette modernisation est synchronisée avec des évolutions logicielles incluant compilateurs et runtime capables d'exploiter cette nouvelle topologie. Le lancement de Rubin est prévu autour de 2026 avec une déclinaison Rubin Ultra attendue en 2027 sous réserve des résultats de production. Avec Rubin, Nvidia prépare un saut générationnel comparable à celui de Hopper en son temps, posant les bases d'une nouvelle ère de calcul intensif et d'IA à l'échelle des millions de tokens. Et voilà, ce Tech Recap touche déjà à sa fin. J'ai pris beaucoup de plaisir à partager toutes ces infos avec vous et j'espère que ce tour d'horizon de l'actu vous a plu tout en vous apprenant 2 ou 3 petites choses au passage. Dites-moi en commentaire quel sujet vous a le plus surpris cette semaine ou celui que vous attendez avec le plus d'impatience. Et si la vidéo vous a plu, pensez au petit pouce bleu, ça aide énormément la chaîne à grandir et abonnez-vous pour ne rien manquer des prochains épisodes. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle dose d'ActuTech. D'ici là, portez-vous bien. Salut!